Chapitre 31. Le lendemain, je me réveillai complètement guéri. Je pensais qu'un bain me serait très salutaire et j'allais me plonger pendant quelques minutes dans les eaux de cette Méditerranée. Ce nom, à coup sûr, elle le méritait entre tous. Je revins déjeuner avec un bel appétit. Hans s'entendait à cuisiner notre petit menu. Il avait de l'eau et du feu à sa disposition, de sorte qu'il put varier un peu notre ordinaire. Au dessert, il nous servit quelques tasses de café, et jamais ce délicieux breuvage ne me parut plus agréable à déguster. Maintenant, dit mon oncle, voici l'heure de la marée, et il ne faut pas manquer l'occasion d'étudier ce phénomène. Comment? La marée? M'écriai-je. Sans doute. L'influence de la lune et du soleil se ferait sentir jusqu'ici? Et pourquoi pas? Les corps ne sont-ils pas soumis dans leur ensemble à l'attraction universelle? Cette masse d'eau ne peut donc échapper à cette loi générale. Aussi, malgré la pression atmosphérique qui s'exerce à sa surface, tu vas la voir se soulever comme l'Atlantique lui-même. En ce moment, nous foulions le sable du rivage et les vagues gagnaient peu à peu sur la grève. Voilà bien le flot qui commence, m'écriai-je. Oui, Axel. Et d'après ces relais d'écume, tu peux voir que la mer s'élève d'une dizaine de pieds environ. Mais c'est merveilleux! Non, naturel. Vous avez beau dire, tout cela me paraît extraordinaire, et c'est à peine si j'en crois mes yeux. Qui eût jamais imaginé que dans cette écorce terrestre, un océan véritable, avec ses flux, ses reflux, avec ses brises, avec ses tempêtes? Et pourquoi pas? Y a-t-il une raison physique qui s'y oppose? Je n'en vois pas, du moment qu'il faut abandonner le système de la chaleur centrale. Donc, jusqu'ici, la théorie de Davy se trouve justifiée. Évidemment, et dès lors, rien ne contredit l'existence de mers ou de contrées intérieures du globe? Sans doute, mais inhabitées. Bon, pourquoi ces eaux ne donneraient-elles pas asile à quelques poissons d'une espèce inconnue? En tout cas, nous n'en avons pas aperçu un seul jusqu'ici. Eh bien, nous pourrions fabriquer des lignes et voir si l'hameçon aura autant de succès ici-bas que dans les océans sublunaires. Nous essayons, Axel, car il faut pénétrer tous les secrets de cette région nouvelle. Mais où sommes-nous, mon oncle? Car je ne vous ai point encore posé cette question à laquelle vos instruments ont dû répondre. Horizontalement, à 350 lieues de l'Islande. Tout autant? Je suis sûr de ne pas me tromper de 500 toises. Et la boussole indique-t-elle toujours le sud-est? Oui, avec une déclinaison occidentale de 19 degrés et 42 minutes comme sur Terre. Absolument. Pour son inclinaison, il se passe un fait curieux que j'ai observé avec le plus grand soin. Et lequel? C'est que l'aiguille, au lieu de s'incliner vers le pôle comme elle le fait dans l'hémisphère boréal, se relève, au contraire. Il faut donc en conclure que le point d'attraction magnétique se trouve compris entre la surface du globe et l'endroit où nous sommes parvenus? Précisément. Et il est probable que si nous arrivions sous les régions polaires, vers ce 70e degré où James Ross a découvert le pôle magnétique, nous verrions l'aiguille se dresser verticalement. Donc, ce mystérieux centre d'attraction ne se trouve pas situé à une grande profondeur. En effet, et voilà un fait que la science n'a pas soupçonné. La science, mon garçon, est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre car elles mènent, peu à peu, à la vérité. Et à quelle profondeur sommes-nous? À une profondeur de 35 lieues. Ainsi, dis-je en considérant la carte, la partie montagneuse de l'Écosse est au-dessus de nous, et là les monts Grampian élèvent à une prodigieuse hauteur leurs cimes couvertes de neige.
Oui, répondit le professeur en riant. C'est un peu lourd à porter, mais la voûte est solide. Le grand architecte de l'univers l'a construite en bons matériaux, et jamais l'homme n'eût pu lui donner une pareille portée. Que sont les arches des ponts et les arceaux des cathédrales auprès de cette nef d'un rayon de 3 lieues, sous laquelle un océan et des tempêtes peuvent se développer à leur aise. Oh, je ne crains pas que le ciel me tombe sur la tête. Maintenant, mon oncle, quels sont vos projets? Ne comptez-vous pas retourner à la surface du globe? Retourner, par exemple? Continuer notre voyage, au contraire, puisque tout a si bien marché jusqu'ici? Cependant, je ne vois pas comment nous pénétrerons dans cette plaine liquide. Oh, je ne prétends pas m'y précipiter la tête la première. Mais si les océans ne sont, à proprement parler, que des lacs, puisqu'ils sont entourés de terre, à plus forte raison cette mer intérieure se trouve-t-elle circonscrite par le massif granitique. Cela n'est pas douteux. Eh bien, sur les rivages opposés, je suis certain de trouver de nouvelles issues. Quelle longueur supposez-vous donc à cet océan? 30, 40 lieues peut-être? Ah, fis-je tout en imaginant que cette estime pouvait être bien inexacte. Si nous n'avons pas de temps à perdre, et dès demain, nous prendrons la mer. Involontairement, je cherchai des yeux le navire qui devrait nous transporter. Ah, dis-je, nous nous embarquerons. Bien. Et sur quel bâtiment prendrons-nous passage? Ce ne sera pas sur un bâtiment, mon garçon, mais sur un bon et solide radeau. Un radeau? M'écriai-je. Un radeau est aussi impossible à construire qu'un navire, et je ne vois pas trop. Tu ne vois pas, Axel, mais si tu écoutais, tu pourrais entendre. Entendre? Oui, certains coups de marteau qui t'apprendraient que Hans est déjà à l'œuvre. Il construit un radeau? Oui. Mais comment? Il a déjà fait tomber des arbres sous sa hache? Oh, les arbres étaient déjà tout abattus. Viens et tu le verras à l'ouvrage. Après un quart d'heure de marche, de l'autre côté du promontoire qui formait le petit port naturel, j'aperçus Hans au travail. Quelques pas encore et je fus près de lui. À ma grande surprise, un radeau à demi terminé s'étendait sur le sable. Il était fait de poutres d'un bois particulier, et un grand nombre de madriers, de courbures, de couples de toute espèce jonchaient littéralement le sol. Il y avait là de quoi construire une marine entière. Mon oncle, m'écriai-je, quel est ce bois? C'est du pin, du sapin, du bouleau, toutes les espèces de conifères du Nord, minéralisées sous l'action des eaux de la mer. Est-ce possible? C'est ce qu'on appelle du subtarborandure ou du bois fossile. Mais alors, comme les lignites, il doit avoir la dureté de la pierre. Il ne pourra flotter. Quelquefois cela arrive. Il y a de ces bois qui sont devenus de véritables anthracites, mais d'autres, tels que ceux-ci, n'ont encore subi qu'un commencement de transformation fossile. Regarde plutôt, ajouta mon oncle en jetant à la mer une de ses précieuses épaves. Le morceau de bois, après avoir disparu, revint à la surface des flots et oscilla au gré de leurs ondulations. Es-tu convaincu? Dit mon oncle. Convaincu surtout que cela n'est pas croyable? Le lendemain soir, grâce à l'habileté du guide, le radeau était terminé. Il avait 10 pieds de long sur 5 de large. Les poutres de subtarbrandure, reliées entre elles par de fortes cordes, offraient une surface solide. Et une fois lancée, cette embarcation improvisée flotta tranquillement sur les eaux de la mer Lidenbrock.